à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Afro Business. Cette semaine, on va s'intéresser au développement intégré de la zone des 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Un projet agro-industriel et intégrateur qui est l'expression des chefs d'État de ces 3 pays de faire de leur zone frontalière commune un pôle d'intégration socio-économique, alors que se poursuit la mise en place progressive de la zone de libre-échange continentale africaine de la ZLECAf. Plusieurs questions fusent notamment sur l'industrialisation des filières agricoles, l'import substitution, la place de la femme et surtout la levée des barrières tarifaires. Question auxquelles répond en seconde partie Adama Egbert Coulibaly. Il est le chef de la section des initiatives du Bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Mais revenons quelque peu sur cette synergie d'action visant à faire de la zone des 3 frontières un agropole de nouvelle génération. On regarde. Un agropole de nouvelle génération, c'est l'objectif visé par la synergie Cameroun-Gabon, Guinée équatoriale. Il s'agit pour les 3 États d'améliorer les conditions de vie des populations pour faciliter l'intégration sous-régionale et de densifier les échanges commerciaux et culturels transfrontaliers dans le respect des intérêts communs nationaux respectifs. Les 3 frontières, programme de développement intégré initié par le Cameroun, vise le développement intégré, notamment des localités limitrophes des 3 États. Il est encouragé d'aller inexorablement vers l'industrialisation des filières agricoles et l'import-substitution. Les femmes, les jeunes et les personnes vivant avec un handicap sont appelées à s'impliquer notamment dans le commerce, actuellement porté en majorité par les femmes. Malheureusement, ces dernières ne profitent pas du fruit de leur labeur du fait du manque d'infrastructures. Le programme de développement intégré de la zone des 3 frontières est l'une des réponses stratégiques à ce problème. Il aidera à coup sûr au développement des productions agricoles avec comme effets induits le développement des chaînes de valeur agro-industrielles pour créer des richesses et de la valeur ajoutée. À présent, cet entretien accordé à l'équipe d'Afro Business par Adama Egbert Coulibaly et on se retrouve juste après. Bonjour Monsieur Coulibaly et bienvenue dans Afro Business. Merci. Alors nous parlons dans ce numéro de la synergie entre la CEA et la CEMAC pour faire de la zone des 3 frontières entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale un agropole de nouvelle génération. Et on le sait, l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique sera davantage technique, c'est-à-dire accompagner, coordonner, sensibiliser, mobiliser et jouer un rôle catalytique pour ces 3 pays pour qu'ensemble on brise les frontières. On parle là d'une Afrique sans frontières. Tout à fait. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes encore, pour ce qui est d'abord du continent, et pour ce qui est aussi de l'Afrique centrale, et même plus, si on restreint encore le périmètre d'analyse au niveau de 3 pays, nous sommes encore à la croisée des chemins pour ce qui est de voir dans quelle mesure aujourd'hui le continent ou la sous-région Afrique centrale ou même ces 3 pays peuvent vraiment faire le choix de mettre en avant l'avantage collectif, de mutualiser les ressources dont ils disposent, de mutualiser les intelligences, toutes les intelligences disponibles pour véritablement faire en sorte que l'appel qui a été fait depuis le 25 novembre 2022, de passer à l'acte, de passer des stratégies, de passer, si vous voulez, à tout ce qui est politique, stratégie, tout ce qui est abstrait, de véritablement avoir des plans d'exécution de ce que nous voulons exactement faire pour industrialiser notre continent, industrialiser notre sous-région, industrialiser nos économies ou même industrialiser je dirais, des périmètres spécifiques que nous voulons aujourd'hui appeler zones économiques spéciales de nouvelle génération. Comme vous le savez, les zones économiques spéciales de nouvelle génération, c'est un concept, on peut dire comme ça un concept, mais aujourd'hui ce concept-là, pour certains pays comme la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande, une recette qui est utilisée pour véritablement passer des visions industrielles
à des stratégies, ensuite à des plans qu'on peut appeler des plans d'industrialisation, de diversification économique. Lorsque vous passez d'une stratégie industrielle à un plan d'industrialisation et de diversification économique, et vous transposez cela en termes d'approche de chaîne de valeur pour transformer toute matière première dont vous disposez au niveau de votre économie, vous devez choisir à quel endroit vous allez vous positionner exactement, en quel lieu, pour pouvoir transformer ces produits. Et tout ceci, généralement, se saisit à travers des projets. Alors, donc, la zone économique spéciale est un projet. C'est un projet industriel qui a permis aujourd'hui à la Malaisie de pouvoir, je dirais, attirer des investissements directs étrangers pour pouvoir réaliser des zones économiques, une multitude de zones économiques spéciales et qui permet aujourd'hui à la Malaisie, ou bien au Vietnam, ou bien à la Thaïlande, de mettre sur le marché des produits manufacturés, des produits industriels, comme les smartphones que nous consommons ici, comme des radios, comme des téléviseurs, etc., etc. C'est ce que nous n'avons pas encore réussi à faire au niveau de nos économies. Que vous prenez la Guinée équatoriale, que vous prenez le Gabon, que vous prenez le Cameroun, quand vous regardez la structure de notre exportation, eh bien, il y a une infime partie seulement que vous allez retrouver là-bas, qui sont des produits manufacturiers, donc des produits manufacturiers qui sont essentiellement, je dirais, produits à partir de technologies, de compétences bien précises. Donc nous n'avons pas réussi encore à traduire nos visions industrielles en stratégie, en plan, en approche de chaîne de valeur et ensuite en ce que je peux appeler un instrument, une recette, je dirais, qui a fait ses preuves partout dans le monde. Nous avons aujourd'hui 7000 zones économiques spéciales qui permettent à certains pays d'avoir 20% de contribution pour ce qui est de la production industrielle mondiale. Je peux parler par exemple de la Chine. Mais lorsque nous regardons de notre côté ici, tout le continent, nous avons seulement 2% de contribution pour ce qui est de la production industrielle. Alors imaginez-vous un continent de 1,4 milliard de personnes. Vous avez pour ce continent particulièrement, je dirais, une contribution seulement de 2% de production industrielle. De façon plus précise, la production industrielle ici se mesure en termes de valeur ajoutée manufacturière. Contribution du continent africain en termes de valeur ajoutée manufacturière. Eh bien, pourquoi nous sommes à 2% depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, le continent ne contribue que 2 à 3%. Et même cette proportion s'oriente à la baisse. Donc, pourquoi nous sommes à ce niveau? Eh bien, parce que il y a 97% de tout ce que vous voyez ici comme flux de produits industriels mondialement qui sont contrôlés, dominés par des normes et des standards. Donc, le continent n'arrive pas à produire, mettre sur le marché, d'abord produire, parce qu'il n'y a aucun, si vous prenez le continent, aucun des pays du continent ne fait partie des 50 premières, je dirais, économies du monde. Ni le Nigeria, ni l'Afrique du Sud, aucun pays, ni l'Égypte, aucun pays ne fait partie de ce classement pour ce qui est de la production industrielle. Donc, ce qui veut dire que, pratiquement, aucun pays ne maîtrise encore. Même l'Afrique du Sud, même le Nigeria, nous n'arrivons pas à maîtriser ce qu'on appelle ici les stratégies industrielles, les stratégies manufacturières pour pouvoir être performants sur le marché mondial. La proportion de l'Afrique, toute l'Afrique, comprenez, toute l'Afrique, nous sommes seulement à 2%. Ce qui veut dire que nous ne produisons quasiment rien du tout. Donc, maintenant, lorsque vous quittez l'aspect industriel et vous partez maintenant sur l'aspect du commerce, vous voyez que pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans maintenant, le continent est cantonné à 3% seulement de performance en termes de part de marché mondial. Ce qui veut dire que, encore une fois, nous n'arrivons pas à vendre, nous n'arrivons pas à placer des produits sur le marché mondial. Maîtrise de la science de la vente, de l'export, nous sommes aussi quasiment à une performance zéro. C'est pour moi 2%, 3%, pour un continent qui représente 16% de la population mondiale. Ça veut dire que le continent africain
doit véritablement avoir, je dirais, une stratégie industrielle et une approche industrielle, une discipline de l'exécution aussi au niveau industriel pour pouvoir passer des visions clairement à des plans d'exécution. Donc, c'est ce qui a été déjà clairement, je dirais, démontré. De vous couper, oui. Adama. Alors, vous passez des zones économiques spéciales à zones économiques nouvelle génération. Oui. Ça veut dire que le premier concept n'a pas marché. Et donc, vous essayez de mettre sur pied un second concept qui peut-être aura été mieux travaillé que le premier. Quelle a été la difficulté et c'est quoi la différence avec le nouveau concept? Quelle est la plus-value du nouveau concept? Quand on parle de concept économique, concept industriel ou stratégie, l'Afrique est le seul continent où tout ce qui est concept, instrument, je dirais mécanismes qui ont fait recette ailleurs ne produisent pas les mêmes effets sur le continent. Tout simplement parce que nous avons un problème de, je dirais, discipline de l'exécution. Donc, on peut passer tout le temps à aller, je veux dire, aller du côté des États-Unis, du côté de l'Europe, de regarder qu'est-ce que les Européens font, qu'est-ce que les Asiatiques font, qu'est-ce que les Américains font. Lorsqu'on prend ces concepts et qu'on les ramène ici, dans le contexte du périmètre africain, lorsqu'il faut les mettre en œuvre, eh bien, on ne les met pas en œuvre comme il faut. Cela commence évidemment par la question d'abord de la gouvernance. Lorsque vous voulez produire des résultats, il faut une gouvernance industrielle d'abord. Lorsque vous voulez aussi mettre des produits sur le marché, il faut une gouvernance commerciale. Donc, lorsque nous parlons ici des zones économiques spéciales, nouvelle génération, c'est parce que les zones économiques spéciales que nous avons jusque-là, je veux dire, observées sur le continent, il n'y en a pas assez d'ailleurs. Lorsque vous prenez le continent, nous avons seulement environ 230 à 250 zones économiques spéciales. Ce qui veut dire, non, au niveau seulement du nombre, de la quantité, nous ne sommes pas performants. Donc, ce que les autres appliquent très bien, au niveau du continent, on ne les applique pas suffisamment. Donc, en quantité d'abord, il y a un problème. Maintenant, dans la qualité, lorsque vous prenez le concept de zone économique spéciale, je vais un peu le définir, c'est un espace que vous délimitez de façon précise, Ça peut être 1 hectare, ça peut être 10 hectares, ça peut être 20 hectares. Et dans ce périmètre, vous essayez de faire en sorte que vous donnez toutes les incitations. Donc, dans ce périmètre bien précis, nous n'avons pas la myriade de problèmes que nos entrepreneurs, nos industriels ou bien nos vendeurs, généralement, vont lister dans les conférences. Donc, on n'aura plus le problème du foncier. Donc, le problème du foncier est réglé. Voilà. Nous avons une sécurité foncière à cet endroit. Il n'y aura pas le problème du coût de l'énergie. Parce que nous allons faire en sorte que le coût de l'énergie soit le plus bas possible. Nous n'aurons pas de problème de tracasserie routière, de tracasserie douanière, de tracasserie administrative, parce que ce sont des guichets. C'est-à-dire, ce sont des endroits que je peux appeler one-stop shop service. Tout ce que vous voulez, en tant qu'entrepreneur, quand vous êtes installé dans une zone économique spéciale, je dis bien spéciale, c'est-à-dire tous les problèmes, toutes les difficultés, tout ce que vous pouvez imaginer comme entrave ou obstacle, ce sont ces questions-là qui sont maîtrisées dans un espace bien délimité, qui est différent du reste du territoire. La Chine a sélectionné des endroits bien précis, peut-être 3 points bien précis. La Chine ne s'est pas ne s'est pas éparpillée sur tout son espace géographique pour pouvoir, avoir une vision, appliquer cette vision à travers des chaînes de valeur, à travers des zones économiques spéciales, pour pouvoir passer aujourd'hui à cette position envieuse que nous voyons, c'est-à-dire la Chine passe de 78 à 2024 dans cette posture de l'atelier ou la base manufacturière mondiale la plus performante. Donc la Chine n'a pas cherché à étaler s'éparpiller sur tout son territoire. C'est dans 2 ou 3 endroits bien précis. Et cela a commencé d'ailleurs par la zone économique spéciale de Schengen. Donc pour nous,
lorsque nous faisons le bilan de la pratique des zones économiques spéciales sur le continent, ces zones économiques spéciales n'ont pas produit. Ça a été seulement des zones économiques spéciales de nom. Vous voyez, c'est-à-dire quand vous allez dans ces zones économiques spéciales et que vous faites un benchmark de ces zones économiques spéciales contre les zones économiques spéciales qui sont en Asie, vous avez par exemple des espaces où on fait tout. Donc c'est un mélange. Alors que ce qu'il faut, c'est des zones économiques spécialisées, dédiées. Donc on parle ici de zones économiques spéciales où on ne fait que la fabrication, par exemple, du textile. Ou bien on ne fait seulement que la fabrication des smartphones. On fait en sorte qu'on crée une synergie entre tous ces acteurs et dans cet endroit bien précis, on essaye de s'assurer qu'on a la meilleure productivité au niveau de la production, au niveau de l'atelier, au niveau de l'exportation. Ce qui n'est pas pour le moment le cas pour l'Afrique. Puisque au niveau agricole, par exemple, lorsque vous parlez le cas de l'agropole, nous avons un niveau de productivité très bas pour ce qui est du secteur agricole. Secteur agricole, je veux dire, à l'échelle de tout un pays ou bien de toute la sous-région. Si je prends par exemple le cas de la région de l'Afrique centrale, productivité du riz, par exemple, vous avez à 1 tonne. 1 tonne seulement par hectare, au lieu d'avoir 10 tonnes à l'hectare. Donc, non, pas de productivité. Si vous allez aussi dans l'atelier, dans la manufacture, vous allez voir que là où la productivité industrielle, c'est-à-dire la valeur ajoutée manufacturière par travailleur, là où vous avez cette productivité qui est, par exemple, au niveau de la moyenne mondiale, eh bien, nous, on est peut-être 2, 3, 4 fois, 5 fois en deçà de cette moyenne mondiale. C'est-à-dire quand on prend une base de 100, aujourd'hui, pour mesurer la productivité au niveau de la valeur ajoutée manufacturière, l'Afrique, le travailleur africain, se retrouve à un niveau de productivité pour ce qui est de la valeur ajoutée manufacturière à un niveau de 20% de la moyenne mondiale. Donc, pour que nous résolvons ce problème de productivité, il faut s'installer dans une zone économique spéciale. Donc, c'est ce qui fait que, lorsque, de façon concrète, quand vous prenez notre coton, le 15-20% du coton, d'ailleurs de meilleure qualité, Mali, le Burkina, la Côte d'Ivoire, tous ces pays, ils peuvent mettre sur le marché le meilleur coton. Mais malheureusement, au lieu que ce coton soit transformé sur place ici, dans une base, une zone économique spéciale, je dirais de nouvelle génération, eh bien, généralement, on exporte ce coton au Bangladesh, qui le transforme dans une zone économique spéciale d'ancienne génération. Donc, la notion de zone économique spéciale nouvelle génération, je vais bien le clarifier, c'est que nous voulons regarder un certain nombre de dimensions. Première dimension, il faudrait pouvoir faire en sorte que ces zones économiques spéciales soient des espaces où nous valorisons les produits du terroir, nos produits de terroir, vous comprenez? C'est-à-dire nos artisans qui font, par exemple, le bois, il faudrait qu'il y ait un espace bien précis, un parc, où on regroupe les artisans, on regroupe nos producteurs à cet endroit pour qu'ils puissent faire la transformation de leurs produits artisanaux, qu'on puisse les emballer, qu'on puisse leur donner tout ce qu'il faut en termes de qualité et qu'ils puissent aussi avoir tout l'emballage et qu'on puisse donc exporter à partir de cet endroit, pouvoir les exporter sur le marché mondial. Donc, cela n'est pas actuellement réglé. C'est-à-dire, les zones économiques spéciales que nous réalisons, généralement, ne prennent pas en compte les produits du terroir. Donc, nous voulons mettre l'accent sur les produits du terroir. Nous voulons aussi mettre l'accent sur l'artisanat, les produits de l'artisanat. L'artisanat est le premier pas, je dirais, la porte d'entrée de la transformation industrielle. Eh bien, lorsque vous regardez nos artisans aujourd'hui, ils participent aux chaînes de valeur mondiales, mais ils participent aux chaînes de valeur à l'échelle le plus bas possible. Si je comprends bien, dans un processus, l'industrialisation des filières agricoles, par exemple, l'import-substitution dont on parle sont en ligne de mire. Le commerce s'est porté en majorité par les femmes, ce n'est pas caché, mais elles n'y gagnent pas grand-chose. Et vous avez décidé donc de donner un coup de main à ces stratégies. Comment cela va se faire quand on sait qu'il y a des barrières qui existent encore au niveau des frontières entre les différents États? Oui, dans la notion de zone économique spéciale nouvelle génération, nous voulons nous assurer que dans ces espaces, comme dans le cas par exemple de la proposition qui est faite actuellement, de faire en sorte que le projet des trois
des trois zones, les trois frontières, Cameroun, Guinée équatoriale, Gabon, c'est un lieu bien précis où, au lieu d'aller aujourd'hui et observer ces femmes, ces millions de femmes qui travaillent à ces endroits pour produire, pour transformer, pour commercer, au lieu d'aller là-bas et observer ce contexte d'informalité, c'est d'aller voir comment mettre en place un projet de zone économique spéciale nouvelle génération, j'ai dit, pour qu'il y ait un cadre précis, un périmètre précis, où elles vont d'abord bénéficier de la sécurité foncière. Elles vont bénéficier de l'électricité. Elles vont pouvoir, je dirais, bénéficier aussi de tout ce qui est moyen de transport, etc., etc. Elles vont pouvoir aussi bénéficier de l'appui, tout ce qui est technologie, tout ce qui est facilité aujourd'hui en termes d'appui numérique, tout ce qui est facilitation pour essayer de faire leurs achats, donc de façon électronique. Donc, c'est de faire en sorte que nous puissions équiper ces millions de femmes transformatrices ou bien de jeunes entrepreneurs dans un parc précis où nous leur amenons tout ce qui leur manque. Vous voyez un peu. Il manque aujourd'hui à ces millions de transformateurs la sécurité foncière. Donc, ils n'ont pas de terre. Il leur manque aussi tout ce qu'on appelle aujourd'hui les moyens de transport. Donc, le coût des transports, quand vous regardez la structure de leur coût de production, ça peut constituer comme 20 et 30%. Leur apporter des solutions intégratives, créatives et des solutions durables à la liste des problèmes que nous avons l'habitude de constater. Vous allez poser la question à ces transformatrices, quel est votre premier problème aujourd'hui? Elles vont te dire, notre premier problème, nous avons un problème de financement. Eh bien, dans la zone économique spéciale de nouvelle génération, nous nous assurons que les banques, évidemment, qui sont dans cette position de faire en sorte que la question de l'accès au financement, au crédit, ne soit plus un problème pour ces femmes ou bien pour ces entrepreneurs, faire en sorte que les banques aillent s'installer justement dans la proximité. Donc, c'est de promouvoir une économie de production de proximité. Les services aujourd'hui, c'est la banque, c'est avoir l'information en temps réel. Les services aussi, c'est comme, je dirais, le packaging. Le service aussi, c'est tout ce qui est accompagnement en termes d'infrastructure qualité. C'est-à-dire, on doit certifier vos produits. Très bien. On doit s'assurer que le processus que vous avez tout ce qui est certificat de qualité, en quelque sorte. D'abord, le site est accrédité. Donc, vous avez tous les services que vous avez besoin pour pouvoir véritablement faire votre production, faire votre transformation et pour pouvoir exporter. Donc, c'est un peu cela. Mais ce n'est pas tout. Généralement, lorsque nous mettons en place ici une zone économique spéciale, vous allez voir que dans un pays, on se lance dans un projet, tout de suite, ça augmente l'endettement. Donc, c'est comment faire en sorte qu'on puisse, dans la construction même de cette zone économique spéciale, utiliser les matériaux locaux. Vous voyez, c'est réaliser des zones économiques spéciales qui soient des zones qui n'augmentent pas l'endettement du pays. Vous voyez un peu. Et donc, cela veut dire que nous réalisons ces zones économiques spéciales en valorisant dans les constructions, par exemple, l'utilisation du calcaire d'origine, le clinker, etc., au lieu d'utiliser du ciment, au lieu d'utiliser le verre, au lieu d'utiliser des matériaux qui pèsent énormément sur notre balance, notre balance commerciale ou la balance des paiements, c'est faire en sorte que nous valorisons le local. Nous valorisons le local en termes de matériaux, nous valorisons aussi le local en termes d'utilisation je dirais, de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre que nous formons d'abord, que nous anticipons en termes de formation des soudeurs, formation des électriciens, formation. Donc, c'est faire en sorte que lorsque vous positionnez ces zones-là dans un périmètre, dans un environnement rural, vous devez identifier, chercher à former, faire en sorte qu'on implique ces villages qui sont tout autour de la zone économique spéciale. Parce que si vous formez ces populations qui sont dans les villages autour de la zone économique spéciale que nous appelons nouvelle génération, ça permet de spécialiser ces populations. Vous leur donnez la possibilité de participer, de contribuer, de contribuer à la main-d'œuvre locale. Pour la plupart de nos pays, eh bien, nous sommes des pays où
des pays qui sont, en tout cas, qui fonctionnent à perfusion, parce que nous nous sommes engagés dans des voies qui ont amené pratiquement tous les pays de l'Afrique centrale à des niveaux d'endettement qui passent de 40%, pour certains 50%, pour d'autres 60%, donc dans des solutions où ils se retrouvent maintenant dans un piège, je dirais un piège d'endettement, un piège bancaire où ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est aussi ça une des dimensions de ce que nous appelons zone économique spéciale, nouvelle génération. Voilà, donc nous pouvons développer les autres dimensions, mais l'accent de ce qui est nouveau ici, c'est de nous retourner plus vers l'économie locale, de nous tourner plus vers notre gouvernance locale pour pouvoir apporter des solutions d'industrialisation rurale à nos stratégies. Alors, je rappelle que vous êtes le chef de la section des initiatives sous-régionales au bureau sous-régional pour l'Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et c'est avec cet entretien qu'on marque un terme à ce numéro d'Afro Business. Merci à vous de nous avoir regardés. Je vous invite à revoir ce programme sur nos différentes plateformes de médias sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn ou encore sur Instagram. Très bonne suite des programmes en notre compagnie. À très vite.